Avec en moyenne moins de 400 morts par an pour plus de 3 milliards de passagers transportés, le transport aérien est considéré comme l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Mais pourquoi des avions s'écrasent-ils encore? Pourquoi certains autres disparaissent de façon mystérieuse? Le journaliste et passionné d'aéronautique Michel Polaco s'est penché sur la question. Il est notre invité. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans 64 minutes sur TV5 Monde, je le disais, donc journaliste, vous êtes notamment chroniqueur avec Michel Serres sur France Info le dimanche avec Le Sens de l'info. Et vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre Crash au Québec, on dit écrasement. Pourquoi des avions s'écrasent-ils encore? C'est aux éditions du Chêne EPA. Qu'est-ce qui vous a amené, Michel Polaco, en dehors du fait que vous êtes passionné d'aéronautique, à vous poser cette question précise? Pourquoi des avions s'écrasent-ils encore? Ça fait un peu plus de 40 ans que je traite de l'actualité aéronautique dans la presse, dans les médias, à la radio. Et c'est vrai qu'on m'invite régulièrement pour venir parler des catastrophes. Les navettes spatiales qui s'écrasent, les avions qui s'écrasent, les ballons qui s'écrasent, les hélicoptères qui s'écrasent. Les avions qui disparaissent. Les avions qui disparaissent. Et je dois reconnaître que c'est très triste parce que j'adore l'aéronautique et j'aime beaucoup plus parler des avions qui volent bien, des hélicoptères qui volent bien ou des fusées qui s'envolent bien. Mais il est vrai que c'est un vrai sujet, qu'à travers ces 40 années, j'ai beaucoup travaillé sur les questions concernant la sécurité et que j'ai fini par en comprendre, je pense, un certain nombre de mécanismes et que je me suis aperçu que le secteur aérospatial était le domaine des sciences et techniques qui sont en vigueur sur cette planète, où on a fait le plus d'efforts pour arriver à la plus grande perfection. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 3 domaines dans lesquels on utilise véritablement, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, le retour d'expérience, le moindre petit incident qui est décortiqué, analysé pour essayer d'en fabriquer de la sécurité. C'est la chirurgie, parce que les chirurgiens sont des gens qui évidemment ont entre leurs mains la vie de leurs patients. C'est le domaine du nucléaire, où on joue avec des puissances absolument faramineuses et où donc on a en face de cela des procédures extrêmement rigoureuses. Et c'est le transport aérien, avec ses 35 millions de vols par an, ses 3 milliards 700 millions de passagers, ses 30 000 avions qui volent sans cesse. Toutes les secondes, il y a un avion qui décolle et qui quand même offre une sécurité qui est absolument inouïe. Alors justement, on va y venir, mais quand on lit votre livre, on se dit pourquoi avoir donné un titre aussi anxiogène? Mais en fait, on s'aperçoit très vite, en vous lisant, que s'il s'intitule ainsi, c'est précisément pour dire qu'en fait, il n'y a quasiment aucun avion qui s'écrase, sauf exception. C'est exactement ça, c'est sauf exception. En fait, le but de ce livre, c'était de démontrer qu'on allait vers plus encore de sécurité, peut-être même vers 0 mort. Et j'ai essayé de montrer pourquoi on n'est pas encore arrivé tout à fait à 0 mort. Les quelques 4-5 catastrophes aériennes qui se produisent dans le monde chaque année avec des avions de grande taille et qui sont donc responsables de ces 250, 300 morts qui sont toujours trop. 250 morts si on prend les années 2015, 2016, 2017. Voilà, c'est la moyenne. Alors évidemment, c'est toujours trop, surtout si c'est un parent, un ami, quelqu'un que vous aimez. Mais d'un autre côté, quel est le domaine qui n'apporte pas ses victimes? Les accidents domestiques font 20 000 morts par an, vous voyez, etc. Et on s'aperçoit que cet univers de l'aérien est un univers qui est terriblement réglementé, dans lequel la formation, la recherche de compétences, aussi bien au sol pour les mécaniciens qui travaillent, qui construisent des avions, etc., que pour les personnels qui exploitent au sol, que pour les personnels qui sont à bord, évidemment les pilotes et les copilotes, mais aussi les hôtesses, les stewards, que tout cet univers-là converge avec des efforts absolument fantastiques pour arriver à offrir cette sécurité merveilleuse et qui progresse toujours, même si c'est petit à petit, parce que la marge est très faible, il n'y a plus grand-chose à gagner. Alors justement, on va prendre des exemples concrets. Boeing 777 de la compagnie Malaysian Airlines qui disparaît le 8 mars 2014, 239 personnes à bord. C'est encore il y a quelques jours, c'est une énigme presque inconcevable. Ce sont les enquêteurs australiens qui le disent. Comment est-ce possible en 2017? Alors je vais le prendre par un autre bout. Les Américains, Boeing a construit 1500 Boeing 777. Il y en a 4 qui ont été accidentés. Un qui a été accidenté par une panne de moteur en approche à Londres, il n'y a eu aucune victime. Un deuxième qui a été accidenté suite à une erreur de pilotage à San Francisco. Il y a eu 3 victimes qui ont été en fait renversées par un camion de pompiers. Les 2 autres avions, un a été abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine. C'était un vol de Malaysian Airlines. Donc c'est pas une affaire technique, c'est une affaire dans le cadre d'un humaine, dans le cadre d'un conflit, et celui qui a disparu. Et celui qui a disparu, le MH371, eh bien, il était 370 ou 370, voilà.
il est apparu clairement qu'il avait quitté sa route et qu'ensuite il avait suivi une route pendant 40 minutes environ, qui est une route qu'on va appeler intelligente. Il a suivi des points de report, etc. Et donc il a été piloté, qu'il était en bon état, que ses systèmes fonctionnaient bien, et que donc cet avion a été détourné. Alors est-ce qu'il a été détourné par des fous, par des terroristes, par quelqu'un qui avait décidé de se suicider au bout du chemin? Ça, on ne sait pas. Mais cet avion a été détourné. On a pu le suivre jusqu'au détroit de Malacca, à travers des radars militaires divers et variés, dont on peut analyser les données, mais toujours avec un certain retard. Et puis à partir de là, il a volé pendant 6 heures cap au sud, jusqu'au nord-ouest de l'Australie. Évidemment, on n'a pas retrouvé l'épave, on a retrouvé des morceaux. On sait qu'il est dans un espace qui couvre à peu près 2 fois la surface de la France, ouais. 1 200 000 km². On sait que ce n'est pas un accident d'avion lié à l'aviation. C'est un accident d'avion lié à la sûreté, lié à des êtres humains qui ont fait quelque chose de mal pour des raisons que nous ignorons. Voilà. Donc cet avion a disparu, ouais. Mais en fait, pour les gens qui ont besoin de savoir, ouais. Qui exploitent les avions, les compagnies aériennes, les constructeurs. Mais il y a des enjeux considérables. Est-ce que, Michel Polaco, on peut cacher des informations, selon vous, pour des raisons d'assurance, pour des raisons aussi de concurrence entre tel et tel groupe, Airbus, Boeing? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui Il y a tellement de gens qui interviennent dans le domaine de l'aérien, aussi bien sur les enquêtes ouais. que sur l'exploitation, que c'est pas possible de cacher. Je peux vous dire que j'en ai suivi, hélas, beaucoup, et j'en ai lu des rapports et des rapports. Alors, quelquefois, il faut lire entre les lignes, parce que quelquefois, on essaye de pas trop insister sur la responsabilité d'un État, sur la responsabilité d'un équipage, sur la responsabilité d'une compagnie. Mais de toute façon, on sait toujours. J'aimerais vous montrer une image, on va peut-être la voir tout à l'heure, l'image qui a fait le tour du monde, impressionnant, l'amérissage sur le fleuve Hudson, au cœur de New York, un film, ça a inspiré même un film, le fameux commandant Sully. Oui. Le vol a duré 5 minutes et 8 secondes après son décollage. Prouesse au commandant, pourtant, on voit cet amérissage, aucun mort, bien entendu. Un blessé. Parce qu'il s'est tellement réjoui en sautant sur l'aile qu'il s'est cassé une jambe. Ouais. Voilà. Et pourtant, le commandant devra répondre à une sorte de conseil de discipline. Non, c'est une enquête normale. Le film a dramatisé les choses pour donner, je dirais, un peu de suspense. Mais l'enquête a été normale, elle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Tout a été analysé comme ça devait être fait, et il fallait que ce soit fait. C'était quasiment impossible, en un temps aussi court, de pouvoir, je dirais, faire des études savantes avant de prendre une décision, c'est-à-dire on se déroute sur un terrain, on revient se poser sur le terrain de départ, on se pose dans l'eau. Le commandant Schulenberger qui a pris cette décision, c'était le patron, il n'a pas fait un congrès avec son copilote pour savoir comment il fallait se décider. De toute façon, chaque seconde comptait, il pouvait être utilisé pour réussir quelque chose, un atterrissage ou un amérissage. C'est là que, si vous voulez, tout le bagage du transport aérien, de la compagnie, du pilote, du copilote, de l'équipage, etc., apparaît en un rien de temps, et que tout ce bagage va permettre de prendre la bonne décision. Et là, ce sont des oiseaux. Car oui, ils se posent. Ce sont des oiseaux, mais ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Tous les jours, des avions avalent des oiseaux. Je vous pose cette question de l'Hudson et de cet amérissage parce qu'on a du mal à savoir quelle est la part d'erreur technique et d'erreur humaine. En fait, il n'y a quasiment jamais d'erreur, de problème technique. Ce sont souvent des erreurs. Il y a des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques qui, d'une manière générale, sont faits pour être résolus, c'est-à-dire qu'il y a le secours du secours du secours. Bon, il y a des erreurs humaines qui se produisent de temps en temps et qui sont elles-mêmes corrigées par le fait que le système est assez fiable. Une fois de temps en temps, il y a un mauvais karma, si on peut dire, et des problèmes de météorologie, des problèmes divers ou variés, ajoutés à des traitements par des êtres humains qui sont mauvais, font qu'il y a une catastrophe. C'est l'histoire de l'accident du Concorde. Si vous voulez, c'était un bel avion, un bon avion, il était assez âgé, l'équipage a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de sauver l'avion, mais l'avion n'était pas sauvable. Voilà, on est arrivé devant une situation technique ingérable. Mais c'est très rare, les situations techniques ingérables. Et d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais en fait, tout est quasiment automatisé. Sur un vol, par exemple, long courrier, on est souvent en pilote automatique. Ce qui est délicat, c'est quoi? C'est le décollage, l'atterrissage? Alors, si vous voulez, le pilote automatique n'est qu'un outil. C'est quand même des pilotes qui décident de ce que va faire le pilote automatique, qui programment, puisque maintenant on programme les systèmes de management de vol. Alors c'est vrai que sur un avion, la phase critique, ça va toujours être le décollage. C'est un moment où on est très bas, très lent.
avec une piste qui est très courte, et il est évident que des pannes de moteur, des problèmes graves qui se produisent dans cette phase-là sont évidemment des problèmes très difficiles à gérer. C'est sans doute la phase la plus critique d'un vol. Ensuite, quand on est en altitude, les avions, ils ne se cassent pas tout seuls. D'une manière générale, si tout le monde fait son boulot, les sons de pitot ne gênent pas forcément tout le temps. Les sons non, de mais même si elles givrent, vous voyez, moi, ça m'est arrivé plein de fois de givrer des sons de pitot. Le problème, c'est si le traitement est mauvais, c'est-à-dire que l'équipage, à un moment donné, n'analyse pas les choses comme il devrait, la prise de décision, fait une erreur d'analyse et prend la mauvaise décision, ce qui peut arriver. Mais c'est pour ça qu'on améliore l'ergonomie des systèmes de pilotage. Vous avez aussi écrit un livre sur les drones. Comment voyez-vous l'aviation de demain? Est-ce qu'il y aura toujours des pilotes ou est-ce qu'on peut concevoir des avions sans pilote? Alors je pense que dans les 15 ans, 20 ans qui vont venir, on va sans doute nous proposer des avions à bord desquels se trouveront beaucoup plus d'automatisme et peut-être un seul pilote. Mais je ne crois pas que nous soyons encore prêts à imaginer l'avion sans pilote. La voiture sans pilote, elle est prête. Le drone, évidemment, vous avez vu, il est piloté à distance. Tout ça, la technologie est là, si vous voulez. Simplement, dans l'aéronautique, on sait qu'une fois de temps en temps, la technologie est défaillante. Et l'intelligence humaine, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore remplacer. Alors, quand on va avoir fait des progrès en termes d'intelligence artificielle, dans quelques décennies, j'espère que ce ne sera pas des siècles, on pourra peut-être décider de se passer de l'opérateur à bord. Moi, je peux vous dire, pour l'instant, je me réjouis de monter dans des avions dans lesquels il y a des pilotes et des hôtesses et des stewards. Et je disais, vous êtes aviateur. Pour finir, peut-être, on a une petite minute. Michel Polacco, vous pilotez quel type d'avion, vous? Alors, j'ai piloté pas mal de catégories d'avions. Je dirais, pour mon plaisir, des petits avions monomoteurs. Pour des compagnies aériennes, je suis allé jusqu'à piloter des petits biréacteurs. Et puis, alors, j'ai eu l'occasion, j'ai été invité à piloter des avions de ligne, des avions de combat, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez comme sensation quand vous êtes très haut? Je suis très fier quand je me retrouve dans un avion dont je sais que je le piloterai peut-être qu'une fois dans ma vie, comme ça a été le cas de l'Airbus 380 ou je sais pas, de l'Alpha Jet ou de Mirage 3 ou de trucs comme ça. Ou d'Airbus 320 ou des trucs dans ce genre-là. Évidemment, je suis très fier. Mais en même temps, c'est vrai que piloter un avion, ça n'est que piloter un avion. Si vous appliquez bien les procédures, si vous êtes bien rigoureux, c'est presque toujours pareil, quoi. Voilà. Crash, pourquoi des avions s'écrasent-ils encore? Édition du Chêne EPA. Michel Polacco, merci d'avoir fait escale sur notre plateau. Et merci de m'avoir invité. Merci.